À travers une série d'entrevues, ce podcast vous propose une découverte succincte des différents liens qui unissent encore aujourd'hui la France et l'Algérie. Vous vous apprêtez à entendre dans cet épisode le témoignage d'un ancien combattant français pendant la guerre d'Algérie. Cette retranscription a pour objectif de sensibiliser et de transmettre la mémoire d'un ancien soldat qui, à l'époque, âgé d'une vingtaine d'années, s'est plié aux règles du gouvernement français. Vous allez ainsi découvrir la douleur de cette guerre pour une jeunesse qui, à l'époque, pensait en avoir fini avec la violence des combats. À l'âge de 14 ans, bien sûr, j'ai quitté l'école. Et après, j'ai commencé dans les travaux de ferme. J'ai été journalier pendant 2 ou 3 ans. À 17 ans, j'ai commencé quand même la conduite des engins de travaux publics. Et après 20 ans, jusqu'à 20 ans, à la date à laquelle je suis parti, au mois de juillet 59, bien sûr. Donc, pendant... 4 mois de classe à Angers. Et c'est à ça, étant donné ma situation, je devais rester 14 mois en France. J'étais orphelin de père et de mère. Et malgré ça, au bout de 4 mois à la fin des classes, j'ai eu la mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée en venant des manœuvres de fin de classe que le départ pour l'Algérie était pour la semaine suivante. Quand il a fallu partir, le premier regret, bien sûr, c'était de quitter la maison, sans savoir quand est-ce qu'on reviendrait. Et dans quelles conditions. Et puis, sans aucune préparation avant, bien sûr, puisque je devais rester en France pendant 14 mois, j'étais un petit peu surpris de cette annonce lorsqu'on est revenu. Là, je revois encore avec le pactage devant nous. Bon, donc j'ai demandé des précisions. On m'a dit que la situation était comme ça. C'était pas la peine de chercher à comprendre. Il fallait partir. Donc, j'ai fait comme les autres. J'ai pris ma semaine de détente et suite à ça, j'ai embarqué le 1er novembre 1959 pour partir en Algérie. Le 1er novembre 1959, on a rejoint Marseille, bien sûr, auquel on a passé 2 ou 3 jours. On a rencontré, bien sûr, d'autres camarades puisqu'on partait bien à bateau complet et il faut dire même serré dans les bateaux. Lorsqu'on est arrivé en Algérie, comment dirais-je, le paysage était complètement différent de la France. Une certaine appréhension quand même, parce que on savait qu'on arrivait, mais on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Hein, ça, il faut bien le dire. Je pense, chaque jour suffit sa peine. On ne savait pas du tout de quoi demain sera fait. Parce que les embuscades, les attaques malheureuses, il y en a eu beaucoup. Mais ça, c'est absolument imprévisible. On avait une affectation sur un bataillon. Je rejoins le 65e bataillon du génie, qui a été après, d'une part, je rejoins le bataillon à Bizot. De Bizot, on a été affecté sur Djidjeli après. Enfin, j'avais débarqué à Philippeville pour commencer. On a rejoint le bataillon en petit train qu'on aurait presque pu suivre à pied. Et de là, après, on est reparti en convoi de Bizot à Djidjeli. Et là, par contre, j'ai vécu quand même une partie du temps dans un camp. Mais par contre, on sortait, on montait la garde, bien sûr, 2-3 fois la semaine. Et on faisait les convois tout à fait régulièrement. On allait dans le Djebel, soit pour ravitailler, soit pour travailler. Le matin, on devait partir en convoi à 7h ou 7h30. On quittait la gare à 7h. À 7h30, on montait dans les véhicules et on partait en convoi. Hein. Ça, de ce côté-là, on n'avait absolument aucun répit. L'inquiétude, c'était donc quand on montait la garde, bien sûr, de nuit. On était parmi des bois, quelquefois, des abris qui étaient faits avec soit des boîtes de paille ou des choses comme ça. On n'avait pas c'était pas du blindé. Hein. Et en particulier, là où on était, il y avait un poste qui était quand même, disons, inquiétant pour celui qui le faisait. C'est celui que d'ailleurs qui était le moins encore. Il n'y en avait pas un d'apprécié, mais celui-là était le moins. C'était une sentinelle mobile qu'on se promenait d'un poste à l'autre pour voir s'il se passait quelque chose. Surtout, alors même quelqu'un qui fumait, surtout jamais une cigarette, jamais une lumière allumée, jamais rien, parce que c'était des repères et qui pouvaient malheureusement être préjudiciables.
Par contre, une précision, je peux le dire aussi quand même, une chose qui m'a touché quand même aussi au début, c'est que si on voulait assister à une cérémonie, il fallait y aller avec nos fusils. On n'avait pas le droit de quitter nos armes. À partir du moment où on passait le pas du camp, à l'entrée du camp, on n'avait pas le droit de sortir sans une arme. Si on était en ville, eh bien, on restait en ville un peu. Il y avait le dimanche, on avait le droit d'y aller. Mais par contre, armé. Ça fait drôle. On ne se séparait jamais de son arme. On avait notre arme au pied de notre lit. On ne savait jamais ce qui pouvait nous arriver. C'était absolument imprévisible parce que vous pouviez tomber dans un... D'autant plus qu'on sillonnait en montagne et tout. On ne peut pas dire qu'on pouvait prendre une distance, une sécurisation quelconque parce que c'était toujours l'imprévu. Et malheureusement, trop de citoyens, trop de compagnons, enfin de soldats comme nous, hein, eh bien, ils ont laissé leur peau comme ça, quoi. D'ailleurs, si je dis l'attentat de Chekfa, eh bien là, c'est pareil, je vois encore le virage, parce qu'il faut savoir que dans cet endroit-là, l'armée avait quand même fait ériger une stèle à la mémoire des soldats qui avaient été tués là-bas. Et bien sûr, quand on repassait devant cette stèle, tu voyais les noms de tes camarades qui étaient restés. Et quand je suis retourné justement de ma permission exceptionnelle, c'est à Marseille que j'ai appris ça, par un camarade qui partait en permission. Et puis qui m'a annoncé malheureusement ça. Et lorsque j'ai débarqué à Constantine, je dis bien, j'avais les cercueils de mes camarades qui étaient alignés sur le port avec leur demi-plaque dessus. Puis leur nom, bien sûr, hein, parce qu'on avait toujours un collier avec une plaque poinçonnée qu'on cassait en deux, et s'il y avait un mauvais coup comme ça, si on veut, eh bien, elle était posée sur le cercueil. Et en arrivant là-bas, c'est ce que j'ai découvert. Ça réconfortait pas du tout. Enfin bon, on a fait avec, hein. Mais on n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu veux il fallait partir, et puis on devait accomplir, c'était notre devoir d'accomplir notre service militaire, là où on est. Donc, dire une véritable appréhension pour certains, ça dépend, parce qu'il y en a qui ont eu de la peine à s'en remettre. Hein. Bon, moi j'étais habitué, enfin, on s'y est habitué par obligation. Le contact avec les Algériens, pour nous, on restait quand même distancés. Par contre, les Algériens qui participaient avec nous, on les a considérés quand même comme des citoyens comme nous. On ne pouvait pas faire autrement non plus. Parce que ces jeunes qui étaient dans l'armée, eh bien, ils combattaient quand même contre leurs semblables. C'est eux autres qui auraient peut-être pu avoir encore plus d'appréhension que nous, quoi, si on veut, parce qu'eux autres, ils combattaient leurs semblables. On n'allait pas non plus mépriser les Algériens qui participaient avec nous. Ah, ils n'étaient pas nombreux, mais enfin, même ceux qui y étaient, bon, de toute façon, on vivait ensemble, on vivait pareil. Hein. On a eu l'impression d'avoir perdu notre temps, puisqu'on a été obligé d'abandonner l'Algérie, qui avait été quand même mise en valeur par certains Français. Il faut bien le reconnaître. Les Algériens par eux-mêmes, enfin, ils se sont bien débrouillés depuis. Mais bon, à l'époque, je crois qu'ils avaient certainement un certain retard sur les Français. Dire que les colons français ont eu tous les mérites, il ne faut pas le dire non plus. Parce que finalement, le jour où les Algériens se sont peut-être un peu rendus compte d'une certaine exploitation, est-ce que c'est ça qui a vraiment déclenché, où ils voulaient absolument avoir leur indépendance ça, c'est une chose qu'on n'a jamais approfondie. Quoi. Il y a des endroits merveilleux. Il y a des endroits merveilleux parce qu'il faut savoir que bon, c'est quand même un pays très montagneux. Par contre, il y a des sites, peut-être qu'on aurait aimé revoir, mais comme on disait, on a gardé une certaine appréhension et c'est un jour, moi, ce qui m'a complètement découragé d'y retourner. Notre leçon principale, c'était de se préserver. De se préserver parce que on essayait tout au moins. Autrement, de ce qu'on en a gardé, on gardait bien sûr le contact avec les gens qui nous restaient de la famille.
Sans quoi les liens qu'on avait eus avec certains camarades, puisqu'on est tous partis un petit peu, mais comme on était disséminés un peu partout. Par contre, là-bas, même là-bas, j'ai eu l'occasion, pendant qu'on y était, de rencontrer quelqu'un que je connaissais. C'était un dimanche matin, je me rappelle, partant en convoi, on s'était arrêté. Et des paras qui se circulaient, parce on avait une escorte qui était faite par les paras, comme nous on était dans le génie. On est surtout une armée, une portion de l'armée travailleuse, en majorité, mais qui doit se défendre quand même pour autant. Et quand on partait en convoi comme ça, on avait une escorte qui était faite soit par les paras, soit par la Légion, soit par... et bon, de voir un camarade, un cousin germain d'ailleurs, qui se trouve à passer auprès de l'Aftrac où j'étais, moi, puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Parce qu'il était plus jeune que moi. Il dit, moi, je vais devancer l'appel, et puis je me trouve là. Et on s'est rencontrés comme ça, un dimanche matin que je partais en convoi. Et bien sûr que c'est un peu saisissant quand même, quoi. Ça effectue tout de suite un certain rapprochement. Hein, parce que on a quelqu'un de chez soi. C'est ça, quoi. Qu'on se construit là-bas avec des camarades, c'est quelque chose de, faut pas dire de sacré, mais presque qui nous est resté et qu'on a ramené avec nous. Hein. D'ailleurs, actuellement, des camarades, j'en ai dans le Maine-et-Loire, il y en a en Mayenne, on en a un petit peu partout. C'est sûr que ça a créé des liens importants. À l'occasion des départs d'un autre... des compagnons de là-bas, mais quand ces gens-là repartaient pour la France. Et a priori, on essayait de participer avec eux, parce que pour eux, c'était quand même une grande joie. Hein. Ils repartaient et on essayait de communiquer ensemble une soirée quand on pouvait, parce que c'était assez rare. On faisait faire une quille là où on peut, porter la quille. On appelle la quille, c'est la libération des militaires. Quand on partait de là-bas, la quille, on avait aussi une grande quille en bois sur laquelle on avait les plaques de chaque contingent qui était passé là-bas, avec le nom des libérables dessus. Elle était haute comme ça. C'est-à-dire que c'était même à l'occasion gravé sur une plaque qui était fixée sur la quille et qui permettait d'en garder des mémoires. Et quand on partait, c'était plaisant d'avoir cette grande quille. Quand j'ai quitté l'Algérie, c'était au moment où la France, l'Algérie devenait un peu libre. Mais il y a quand même eu après, de 62 à 64, moi je suis revenu à 61. Et c'était le début un peu du rapatriement des soldats français. Moi j'ai été rapatrié 15 jours avant. On a fini en Allemagne, à la frontière allemande. Quand on nous a annoncé ça là-bas, bien sûr que on l'a accepté avec voix. Enfin, avec voix, oui. Vous quittez l'Algérie, vous embarquez tel jour à telle heure, et alors on a suivi la manœuvre. Et de là, on est revenu bien sûr à Marseille, et puis de Marseille, on a été dirigé en train jusqu'à De Brisac, à la frontière allemande. J'ai été incorporé le 3 juillet 59, été libéré le 3 novembre 61. 28 mois, jour par jour. C'est-à-dire que c'était même à l'occasion gravé sur une plaque qui était fixée sur la quille, et qui permettait d'en garder des mémoires. Et quand on partait, c'était plaisant d'avoir cette grande quille. De toute façon, il a bien fallu surmonter. On avait... Comme je reviens encore à ça, on n'avait pas le choix. Hein, parce que lorsqu'on est revenu, nous, il fallait travailler. Et puis, après, essayer de constituer sa petite famille, quoi. À l'époque, c'était pas les semaines de 35 heures, mais nous faisait oublier peut-être aussi qu'on était tellement absorbés. C'était, faut dire aussi, un besoin, parce qu'il fallait quand même essayer de gagner sa vie. Hein. Il y avait peut-être une situation particulière, mais elle a été pénible des moments. Mais c'est du passé. Et aujourd'hui, on vit. Le meilleur souhait qu'on peut faire, c'est que il n'est pas la peine de supporter ou de subir ce que nous on a subi, et que ils passent une vie plus heureuse dans leur famille, avec leur famille. Et puis... Actuellement, on essaie justement
de motiver un petit peu les élèves là aussi, pour justement participer à ce devoir de mémoire, qu'ils connaissent exactement aussi la raison pourquoi on fête le 11 novembre, on fête le 8 mai. C'est quand même quelque chose d'important parce que malheureusement, il faut dire que même dans l'éducation, ce devoir de mémoire, il a été laissé de côté un petit peu. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'est l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois la personne qui a accepté de me confier ce témoignage plein de sincérité. Si les liens entre la France et l'Algérie vous intéressent, il existe encore d'autres épisodes en ligne.